Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au Carré de Paris pour cette journée d'études sur le racisme anti-noir en Tunisie. Une journée d'études qui est organisée en partenariat avec la Fondation Frantz Fanon et l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis. Je suis très heureuse que cette journée d'études ait pris forme parce qu'initialement, c'était une idée qui a germé suite à une conversation que j'ai eue avec notre chercheuse associée Maha Abdelhamid. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Maha, elle est docteure en géographie sociale. Elle était aussi une femme noire tunisienne. Et en cela, elle est l'une des porte-paroles de la lutte contre le racisme anti-noir en Tunisie. C'est notamment avec sa lettre d'une citoyenne à la constituante et à la société civile en décembre 2011 et la publication d'un article en 2013 intitulé « Bourguiba était-il raciste envers les Noirs ?» que Maha Abdelhamid a contribué à imposer cette lutte d'abord intellectuellement, puis sur le plan militant sur la scène politique tunisienne. Car en effet, le racisme anti-noir reste en Tunisie un véritable problème, comme le montrent d'ailleurs les épithètes de Karlouche, nègre, oisif, serviteur ou abid, esclave. Ces termes traduisent un mépris profond de la part de la population envers des personnes noires. Présente en Tunisie depuis la fin du XIXe siècle, cette racialisation est toujours opérante et donne lieu à une image dévalorisante des populations noires. Celles-ci restent victimes d'une déconsidération doublée de discrimination, pour reprendre ici les mots de l'historien Salah Trabelsi qui est avec nous aujourd'hui. Et pourtant, la Tunisie est le premier pays arabo-musulman à avoir aboli l'esclavage en 1846, 2 ans avant la France. Mais hélas, l'abolition de l'esclavage ne rime pas pour autant avec abolition de racisme. Ce dernier est aussi le fruit d'un rejet de l'africanité, ce qui devient d'ailleurs très perceptible dès lors que l'on parle des immigrés subsahariens dans l'espace public tunisien. Ces derniers se sont heurtés à un racisme peut-être encore plus accentué que les Tunisiens noirs, du fait qu'en plus de leur couleur de peau, ils ne parlent pas forcément la langue arabe et ne sont pas forcément de confession musulmane. Les bouleversements politiques qui ont secoué la Tunisie à partir de 2011 ont fait ainsi ressurgir d'innombrables problèmes restés jusque-là un tabou. Depuis ces événements, le mouvement des Noirs a attiré l'attention des chercheurs qui, en mettant en lumière leurs revendications, ont contribué à nourrir le débat sur la question raciale, aussi bien dans la sphère académique que dans les champs politico-médiatiques et militants. Si leurs efforts ont donné lieu à l'adoption le 9 octobre 2018 à l'Assemblée des représentants du peuple tunisien d'une loi sur l'élimination de toute forme de discrimination, la question raciale demeure plus que jamais prégnante dans ce pays. D'où cette journée d'études qui s'organise donc autour de 4 panels. De ce matin, un premier qui s'intéressera essentiellement au concept et aux racines endogènes de ce racisme anti-noir, un deuxième qui dressera un état de lieu historique du racisme anti-noir en Tunisie, articulé notamment avec la question de l'esclavage. Et cet après-midi, nous aurons ensuite 2 autres panels qui s'intéressent plutôt aux évolutions contemporaines de ce racisme, avec un 3e panel consacré au tournant de 2011 et l'impact du processus révolutionnaire sur ses apparences et identifications. Et enfin, le dernier panel de cette journée se penchera sur l'approche intersectionnelle et au croisement des discriminations sociales et comment ce racisme s'articule également avec des discriminations de genre, de classe et de territoire en Tunisie. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle journée d'études, en espérant qu'elle sera vive de discussion. Voilà, donc je cède maintenant la parole à ma collègue Leila Serin, qui est en charge de l'animation, de la modération et de la discussion du premier panel de la journée. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc très heureuse d'ouvrir ce panel, cette première table ronde consacrée donc au racisme comme un impensé des sciences sociales arabes. Questionner la marginalité du paradigme de la race dans les champs académiques des pays arabes, c'est d'abord interroger l'historicité de ce concept, mais aussi ses usages dans les champs politiques, culturels et médiatiques de ces différents pays.
Le sujet est, on le sait, extrêmement sensible. La question raciale a longtemps été ignorée. Seuls les descendants d'esclaves noirs en Mauritanie et dans les marges sahariennes du Maghreb étaient dignes d'attention. Le présupposé général était celui d'absence de racisme dans le monde arabe, ou en tout cas son euphémisation, puisque les Arabes seraient eux-mêmes les premières victimes du racisme. Progressivement, la question raciale a gagné en résonance, notamment grâce à la diffusion des témoignages de violences subies par les Noirs, y compris les nationaux de ces différents pays. L'assassinat de George Floyd en mai 2020 représente aussi un tournant, avec l'accélération des mobilisations qui dénoncent l'existence d'un racisme anti-noir propre aux Arabes, qui ressemblerait par de nombreux aspects au racisme anti-noir en Occident et qui ne serait d'ailleurs pas moins grave, pas moins important que le racisme qui existe par exemple aux États-Unis. Ce premier panel est donc pour nous l'occasion de dresser un état des lieux général de cette question, avant d'entrer dans le cas plus particulier de la Tunisie. Il s'organisera de la façon suivante. Nous aurons d'abord une première intervention consacrée au concept. Marie Peretti-Ndiaye nous parlera de la notion de racisme, de ses mécanismes d'invisibilisation et de différenciation, et de la manière dont le racisme est porteur d'une définition stricte qui se distingue d'autres phénomènes de minorisation. Puis, dans un deuxième temps, nous aurons Kmar Ben Dana qui s'interrogera sur les raisons pour lesquelles la question raciale reste encore très marginale dans les travaux de sciences humaines et sociales des pays arabes. Elle questionnera ce manque et tentera de le situer dans les différents courants d'études historiques, mais aussi dans les circonstances politiques et les conditions d'enseignement et de recherche en Tunisie. Elle proposera enfin quelques pistes en vue de favoriser le développement de ce type d'études. Si les travaux sont rares en sociologie, c'est peut-être moins le cas d'autres disciplines, comme l'histoire ou les études arabes, qui favorisent ce type d'études grâce à la présence de nombreuses sources de différents matériaux textuels, visuels, comme le roman, la poésie, le cinéma, la télévision, qui constituent des champs d'exploration privilégiés pour analyser ces discours racistes, où les Noirs sont le plus souvent représentés comme des êtres inférieurs et les femmes noires comme des esclaves sexuels. Notre troisième et dernier intervenant, Amir El-Azraqi, nous parlera du courant de l'africanisme arabe, el-istifraq el-arabi, une notion qui a été forgée par le critique littéraire bahreïni Nader Kadim pour désigner justement l'étude de la manière dont les Noirs sont perçus, imaginés dans les récits arabes classiques et médiévaux, où ils sont largement représentés comme des êtres inférieurs. Dans ces processus de différenciation, la langue joue évidemment un rôle majeur, puisque l'on sait par exemple que le mot arabide signifie esclave. Parler de racisme anti-noir dans le monde arabe ne revient évidemment pas à homogénéiser des processus très disparates selon des contextes sociaux historiques qui varient d'un pays à l'autre. Être noir dans les pays du Maghreb, en Égypte, en fonction de également si on est égyptien, national, étranger ou migrant, ne relève évidemment pas de la même expérience que la condition que connaissent les Afro-Arabes dans les pays du Golfe. Mais souligner le fait que le racisme prend des formes différentes dans les pays arabes n'empêche en rien d'étudier de près ces logiques discriminatoires et de les comparer avec d'autres expériences de minorisation en contexte occidental. Je passe donc immédiatement la parole à Marie Peretti-Ndiaye. Marie, je vous présente en quelques mots. Vous êtes docteur en sociologie. Vous avez soutenu une thèse sur le racisme en Corse en 2012. Vous êtes actuellement consultante associée au sein de la société coopérative COPAS, qui intervient dans le champ des politiques sociales, des politiques éducatives et de la lutte contre les discriminations. Vous travaillez plus spécifiquement sur les discriminations et les inégalités dans le domaine de la santé. Je vous cède donc la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Alors, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas beaucoup de voix, donc si jamais vous m'entendez mal, n'hésitez pas à me dire. Merci donc pour votre accueil. Animalisation, insultes, refus d'accès aux soins, fréquence des contrôles de police. C'est des manifestations qui sont récurrentes dans plusieurs sociétés aujourd'hui et qui constituent des épreuves plus fréquentes pour certains que pour d'autres, souvent en raison de leur origine réelle ou supposée. Une origine qui est régulièrement assignée en fonction de caractéristiques physiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure le concept de racisme est opératoire pour analyser ces faits.
Pour ouvrir un espace de questionnement à cet égard, je vous propose d'appréhender les spécificités de ce concept au regard des notions d'altérisation et de racialisation, puis d'envisager le caractère syncrétique du racisme en m'intéressant notamment au passage de la race à la culture, ensuite de caractériser les logiques et les fonctions du racisme afin d'aborder, pour finir, les mécanismes d'invisibilisation qu'il sous-tendent et dont il peut être porteur. En premier lieu, quelles sont les spécificités de ce concept ? Employé principalement à partir des années 30 pour désigner une idéologie dont les locuteurs se réclament, celle de la croyance en les différences génétiques et des pratiques d'évitement qui lui sont associées, le racisme désigne aujourd'hui des actes et des perceptions qui sont fondés sur la caractérisation d'un ensemble humain par des attributs naturels, qui sont associés à des caractéristiques intellectuelles et morales et qui valent pour chaque individu relevant de cet ensemble, pour reprendre la définition de Michel Vieux-Vorquin. Pour le dire autrement, le racisme consiste en la mise en avant de différences, leur généralisation, leur naturalisation et leur usage au bénéfice d'un groupe. Il fait référence à la race, à savoir une notion qui renvoie aux pages sombres de l'histoire, une notion qui est mise en cause par des avancées génétiques et une référence finalement qui pourrait être aujourd'hui reprise uniquement par les béotiens, les ignorants. D'ailleurs, les dénonciations publiques du racisme visent régulièrement des individus qui sont caractérisés par leur faible niveau de qualification. Donc, on a du mal à percevoir la rationalité des motivations. Autrement dit, c'est une étiquette disqualifiante qui est jetée à la figure de celles et ceux qui expriment un racisme plus flagrant que subtilement voilé, tendant de ce fait à gommer cette responsabilité des élites que rappelle pourtant Gérard Noiriel. Autrement dit, le racisme est pris dans des enjeux de pouvoir. Doit-on considérer que le concept est trop englué dans des enjeux politiques ou médiatiques pour permettre d'analyser des manifestations de rejet récurrentes dans plusieurs sociétés ? Doit-on lui proférer le concept d'altérisation, autrement dit d'un large ensemble de processus de construction de l'autre, qui englobe à la fois les phénomènes liés à l'adresse, la nomination et plus largement la catégorisation des groupes. Que disent à cet égard les travaux empiriques ? La recherche collaborative qui a été menée par Julien Talpin et al. Dans plusieurs quartiers populaires français, anglais et américains, l'épreuve de la discrimination, met ainsi à jour des formes d'altérisation fortement imbriquées où classe, race et quartier s'entremêlent. Le concept de racialisation permet-il de caractériser plus finement ces processus ? L'altérisation, c'est l'attribution extensive de caractéristiques raciales à des individus, des groupes ou des relations sociales, attribution qui consiste in fine à définir un ordre social. Pour autant, il me semble qu'il ne permet pas d'appréhender la multitude des expériences du rejet des individus racialisés, la disqualification, mais aussi la discrimination, la ségrégation, voire la violence. Il me semble donc que le concept de racisme, ce vieux terme des sciences sociales, peut constituer une ressource pour les chercheurs qui s'intéressent à ces expériences. Comme le montre Colette Guillaumin, il qualifie un processus de biologisation du social et de réification des différences. Un processus qui perdure indépendamment de la croyance en l'existence de races génétiquement distinctes et qui se distingue des autres phénomènes de minorisation par son caractère très globalisant. S'intéresser au vécu minoritaire, c'est en effet souvent se confronter à une pluralité d'expériences avec des expressions de rejet qui sont manifestes et d'autres qui sont plus voilées, avec des conséquences immédiates et en même temps des effets plus durables. Comme le souligne Patrick Simon, le racisme permet d'appréhender un ensemble de processus de différenciation et d'hiérarchisation sociale selon l'origine, réelle ou supposée, et la culture. C'est un rapport social qui a longtemps pris appui sur la croyance socialement construite en des races, incarnant les contradictions de l'espace social. Un rapport social qui n'a toutefois pas disparu avec les avancées scientifiques dans le domaine de la génétique. Progressivement, la culture a fait office de race, c'est-à-dire d'outil de classification et de parangon. L'historien Maurice Hollander retient l'étymologie du terme race proposée par Léo Spitzer. Le terme italien ratio, puis razzia, proviendrait du latin ratio, qui signifie système ou procédé.
Cette étymologie invite à considérer la fonction de classement qui ponctue l'histoire de la notion. Maurice Hollander met l'accent sur la fonction rhétorique de ce terme, qui, dans son sens prémoderne comme dans son acception actuelle, sert à classifier le genre humain. En France, la race désigne jusqu'au XVIIIe siècle la lignée ou la filiation, soit cette appartenance familiale qui organise les micro-sociétés dans l'État. Au tournant du XIXe siècle, elle fait l'objet de théorisations scientifiques qui associent attributs biologiques et culturels. Cette évolution découle de deux bouleversements dans l'histoire de la pensée: l'emprise décroissante du religieux au cours des XVIIIe et XIXe siècles d'une part, et la recherche afférente d'explications du fonctionnement social centrée sur l'homme, cette fois, d'autre part. Et bien que cette fonction explicative de la race ait été mise à mal au XIXe siècle par les avancées scientifiques, l'idée même de race comme élément de la nature ayant des implications pour des rapports sociaux se maintient quasiment intacte depuis ses origines, souligne Quirano. Dans les discours racistes, la culture remplit souvent aujourd'hui fonction de race. Au fil de l'histoire, on peut distinguer trois logiques, avec des formes parfois légèrement différentes de qualification de l'autre et de rejet. Une logique classique, où l'autre est caractérisé en fonction de sa race, envisagée sur le plan génétique, qui légitime toutes les formes de rejet et d'exploitation dans une logique que l'on pourrait qualifier de darwinisme social. Une deuxième logique d'infériorisation, où l'autre est accepté dans sa différence à condition qu'il accepte la place la plus basse dans la société. Dans les sociétés égalitaires, cette logique permet de légitimer le contournement des normes égalitaristes et méritocratiques, par les références aux besoins prétendument éducatifs, par exemple, de l'autre. Et enfin, une logique différentialiste qui a permis de renouveler en quelque sorte la fonction première du racisme classique, légitimer l'exclusion et la mise à distance, en substituant la culture à la race. Cette dernière logique se caractérise par un déterminisme culturel qui absolutise également la différence. Si la distinction entre ces trois logiques a une visée analytique, c'est qu'elle invite, selon moi, à souligner le caractère à la fois hybride et modulaire du racisme. Car ces trois logiques cohabitent souvent en dépit des avancées scientifiques qui ont remis en question l'idée de différence héréditaire, physiologique et morale. Et ceci nous invite à penser le caractère profondément syncrétique du racisme en acte. Comprendre ce syncrétisme implique de penser la fonction du racisme à différentes époques et dans différentes sociétés. L'essentialisation des différences permet à la fois de masquer des tensions consécutives au développement du capitalisme et des tensions qui sont liées aux contradictions inhérentes à l'universalisme, au nationalisme et aux liens que ces deux termes entretiennent. Ces développements amènent plus largement à souligner la triple fonction du racisme: donner sens aux inégalités, légitimer les rapports structurels de domination et agréger des collectifs. Cette triple fonction, elle implique des formes entremêlées d'invisibilisation. Si, comme le souligne Albert Memmi, le racisme consiste en une mise en relief de différences, en une valorisation Donc, en une mise en relief de différences, en une valorisation de ces différences et enfin en utilisation de cette valorisation au profit de l'accusateur. Pour que cette logique fonctionne, son fondement instrumental, à savoir les bénéfices recherchés par les accusateurs, doit rester dissimulé. C'est d'autant plus le cas que le racisme remplit une fonction sociale. Il masque les décalages entre idéaux égalitaires et prégnance des inégalités. Dans quelle mesure est-il alors possible d'en saisir et d'en analyser les manifestations? Cela paraît d'autant plus complexe que le racisme constitue un objet de recherche particulièrement excitable. Sur le terrain, évoquer un tel sujet est souvent chargé d'un caractère irritable et se part de non-dits. Non-dits des tabous entourant les contacts entre les groupes, et notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les rapports hommes-femmes. Refus d'évoquer des manifestations de racisme que l'on sait souvent illégales. Et en troisième lieu, invisibilisation de l'autre dans des quartiers enclavés, dans des quartiers invisibilisés, parfois aux portes de la ville.
À la fois sensible et tabou, le racisme s'avère en outre donc difficilement saisissable. En tant que rapport social, il s'incarne dans des manifestations qui, du fait de leur caractère prohibé, sont souvent difficiles à observer ou ne se donnent à voir que dans leurs manifestations les plus flagrantes et les moins voilées. La responsabilité des élites reste ainsi dans l'angle mort. Je voudrais conclure cette intervention en soulignant la nécessité de déshabiller le racisme normalisé, c'est-à-dire ce racisme qui transparaît sous des dehors anodins, quelquefois sous couvert de bon sens ou de bonhomie, mais qui impacte fortement l'expérience des individus disqualifiés, avec des incidences sur le long terme qui peuvent parfois avoir des conséquences assez importantes dans leur trajectoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie, pour cette première présentation. Je passe maintenant la parole à Kmar. Kmar, je vais donner quelques indications biographiques avant de vous céder la parole. Si je retrouve évidemment. Voilà, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de la Manouba à Tunis. Et vous êtes également chercheur associé à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, l'IRMC également à Tunis. Vous vous intéressez à l'histoire des intellectuels et à la culture politique tunisienne à l'époque contemporaine. Vos travaux portent sur les lieux et conditions de production du savoir, aussi bien donc à l'université que dans d'autres institutions culturelles, dans les manuels scolaires également. Vous vous intéressez à l'histoire des revues, du cinéma, et vos objets d'études privilégiés sont la traduction, le colinguisme et l'historiographie en lien avec l'évolution des sciences humaines et sociales en Tunisie. Je vous cède donc la parole aussi pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leïla. Merci à Mahé et au CAREP et à toute l'équipe d'organisation de m'avoir invité à participer à cette journée d'études qui est consacrée à un sujet important et très peu abordé, je dirais même trop peu abordé. Alors, comme beaucoup d'entre vous, comme vous tous et toutes, je n'ose pas dire comme tout le monde, je me sens évidemment politiquement concernée, affectée même, comme dirait une anthropologue célèbre, par le racisme ambiant en Tunisie ou ailleurs. Mais est-ce que c'est suffisant justement aujourd'hui de se sentir concerné ou affecté pour que cette question soit enfin mise à l'ordre du jour. Alors évidemment, ce n'est pas un sujet sur lequel je peux dire grand-chose parce que je n'ai pas beaucoup travaillé dessus. J'ai quelques lectures éparses, peut-être beaucoup moins que beaucoup d'entre vous, sur cette question. Mais en tout cas, j'ai choisi cette fois-ci de rentrer par la porte qui m'est la plus familière, en explorant d'une manière un peu comment dire, méthodique, en tout cas systématique, même si elle n'est pas complète, cette question-là dans une production tunisienne, alors qui s'avère, je pensais qu'à quelques écrits épars, mais je suis très contente d'avoir été sollicitée, ça m'a permis de combler quelques lacunes de lecture et je vous en remercie. Donc, c'est une question effectivement qui reste marginale, mais en tout cas, je me suis aperçue, et je vais le dire, qu'elle était relativement plus présente que je ne le pensais, surtout quand on reste dans le strict champ des sciences humaines et sociales. C'est vrai qu'on a vite fait le tour. Alors, et vous allez voir que je vais essayer d'aborder aussi cette question des sciences humaines et sociales et de leur lien avec d'autres champs d'intérêt et de recherche en Tunisie qui ne sont pas beaucoup exploités. Alors, je vais essayer de parler un peu de cette récolte que j'ai faite d'une manière un peu ordonnée. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, en essayant de voir comment ces reflets-là, si vous voulez, reflètent un peu des moments historiques.
des moments historiques qu'on a de la peine à entrevoir dans l'histoire tunisienne, contemporaine, en tout cas je ne parlerai que de ça, quand on voit comment dire, ce serpent de mer qu'est l'identité tunisienne ou ce qu'on appelle la tunisianité parfois, voilà, qui reprend à chaque fois le dessus, qui est toujours reconvoqué. Toutes les occasions sont bonnes, si vous voulez, pour qu'on reparle encore une fois, mais toujours sous une forme très fuyante, assez difficile à attraper. Et voilà, il faut se méfier en tout cas des mots qui sont si difficiles à attraper, que de l'identité tunisienne ou de la tunisianité. Et qui font, alors ça fait écho un peu à quelques remarques que je viens d'écouter de la part de Marie Peretti-Ndiaye, et effectivement, qui font que toutes ces occasions, à chaque fois, que la condition noire elle-même devient une sorte de marginalité parmi tant d'autres. Il y en a plein. Hein, la condition noire n'est pas la seule condition de marginalité quand on regarde par ce prisme fuyant de l'identité tunisienne, et qui fait que justement par une sorte de plaquage de la culture sur l'histoire, un autre mot, culture aussi, qui est très vague et assez difficile à remplir d'une façon sur laquelle on peut s'entendre tout le temps, qui font que cette culture arabo-musulmane, qui est toujours qui prend toujours le devant, qui finit toujours par flotter au-dessus de toutes les autres, font qu'il y a un déni, un refoulement de l'appartenance, des appartenances, je dirais, tunisiennes, entre autres, évidemment, à l'Afrique. Et ça aussi, en décortiquant, en tout cas en remettant à plat toute cette production, on voit qu'à chaque fois, alors autant l'identité tunisienne, à chaque fois, elle est reconvoquée, c'est parce qu'évidemment, à chaque fois, le réel s'impose de lui-même, c'est toujours la même chose, le réel, la réalité, de toute façon, se rappelle à chaque fois aux esprits, pas toujours suffisamment aux chercheurs, mais en tout cas, elle se rappelle aux esprits, et c'est là que l'on voit à chaque fois des affirmations, si vous voulez, que l'on peut voir. Et après l'indépendance de la Tunisie, effectivement, je saute sur la période coloniale parce que des études ont été un peu faites, et je n'ai pas de neuf à apporter là-dessus. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, là, c'est de penser effectivement au lien entre politique et culture en Tunisie après l'indépendance, surtout. Donc, on voit des affirmations à la fois protocolaires, vous savez, ces déclarations, des gestes politiques. Alors, on voit bien que dans les années 60, et les choses se rejoignent un petit peu, à la fois sur le plan politique et sur le plan, j'allais dire, culturel, parce qu'on voit Bourguiba. Alors, l'OUA est créée, la BAD aussi en 1963, la Tunisie a des envoyés officiels, Bourguiba fait une tournée en Afrique aussi. Et alors, je me suis demandé, et puis, on voit c'est l'apparition d'un roman qui devient très célèbre, qui s'appelle Barguelil, qui est apparu en feuilleton dans une revue tunisienne qui s'appelle El Fekr, qui a connu 3 éditions. J'en ai vu 2, je n'ai pas vu la 3e, mais c'est déjà un signe très important que ce roman qui paraît dans les années 60 paraisse en feuilleton dans une revue, 2 éditions et peut-être 3 en livre, et surtout qu'il passe en feuilleton radiophonique. Parce que moi, je le connais aussi surtout comme feuilleton radiophonique. Donc, cette histoire d'inscription, si vous voulez, de la condition de noir, qui est d'ailleurs c'est un noir de l'époque hafsite, une histoire d'amour très belle, très émouvante, etc. Mais en même temps, voilà, le succès, ce que j'appelle le succès populaire de ce roman, à mon avis, est un signe un peu à la fois de conscience, de prise de conscience, même très légère, dans la société tunisienne, très limitée aussi, légère et limitée. Mais je me suis demandé aussi, parce que j'ai fait un travail sur Frantz Fanon, en essayant de voir quelles auraient pu être les traces de la présence. Vous savez que Frantz Fanon a vécu 5 ans en Tunisie, 5 ans très entrecoupés, parce que c'était un homme très occupé, qui a fait aussi le tour de l'Afrique, qui était aussi souvent l'envoyé du FLN dans plusieurs pays africains, donc
présence en Tunisie, peut-être pas les 5 ans entièrement, mais en tout cas, il a vécu pendant 5 ans, de 57 jusqu'à presque sa mort en Tunisie. Et je me suis demandé dans ce travail un peu ancien maintenant, que je n'ai pas enrichi depuis, comment est-ce que Fanon aurait pu laisser une trace dans la classe, dans la catégorie des intellectuels tunisiens qu'il fréquentait. Et voilà, et en travaillant un peu pour cette communication, je me suis demandé justement si dans les années 60, ce n'était pas déjà un petit écho de la présence et du travail de Fanon dans la société tunisienne. C'est une hypothèse que je lance. Ça, c'est pour les années 60, mais on voit bien que le réel de cette appartenance africaine frappe une autre fois à la porte de la Tunisie, par exemple avec l'arrivée de la Banque africaine de développement qui travaillait depuis 1963 en Côte d'Ivoire et qui est venue s'installer en 2003. Donc à Tunis, et pour rester 11 ou 12 ans à peu près, et qui a fait arriver une population noire tout à fait inhabituelle dans les mentalités tunisiennes, justement où la condition noire est souvent associée à la domesticité, à la marginalité, etc. Tout d'un coup, on voit une catégorie de cadres et de personnes qui sont plutôt associées à une vie aisée, à une consommation aussi de classe supérieure, à des fréquentations de lieux qui sont fréquentés par certaines catégories sociales plutôt à l'aise. Et ça aussi, c'est une sorte de choc, entre guillemets, qui montre bien qu'être noir, c'est pas toujours être pauvre, c'est pas toujours être domestique, c'est pas toujours ne pas avoir de quoi manger, c'est pas toujours habiter dans des faubourgs, etc., etc. Et ça aussi, je pense que pour la société tunisienne, c'était une petite secousse très, très limitée, encore une fois, parce qu'il en faut beaucoup pour secouer les sociétés. Mais ça, c'était très intéressant de voir aussi à peu près plus d'1 millier, peut-être, les statistiques disent qu'il y avait plus d'1 millier de fonctionnaires de haut niveau présents à Tunis, qui n'était pas tout à fait la même chose qu'une autre vague d'arrivée de personnes noires de peau en Tunisie, qui n'étaient pas les habitants, eux-mêmes souvent ignorés justement et minorés, qui sont les étudiants subsahariens, qui eux aussi sont aussi dans cette catégorie de personnes aisées et pas du tout assimilables à ces Noirs qui, dans les mentalités, sont refoulés, si vous voulez. Et donc là aussi, je pense que pour la société tunisienne, dans les années 2000, 2010, c'est des petits remous, si vous voulez, qui peuvent secouer. Mais avec cette nouvelle dynamique, et je vais la relier peut-être à ce nouveau moment qu'est 2011 en Tunisie, c'est comme ça aussi que je m'explique cette nouvelle dynamique, parmi toutes les autres, évidemment pas la seule, qui fait qu'il y a eu une création, beaucoup d'associations à partir de 2011. Vous les connaissez mieux que moi, Mnemti et d'autres dont je ne retrouve pas le nom, je vais les retrouver, mais donc une nouvelle dynamique associative, des écrits aussi, alors qui en même temps se sont mis aussi à se développer, les travaux de Inès Mraddeli, de Stéphanie Poissel, de Mohamed Deloueldi, mais voilà, une dynamique de recherche qui pointe et qui fait vraiment penser que voilà, on pourrait peut-être assister à un nouveau moment dans lequel la reconnaissance, voilà, parce qu'il faut un travail de reconnaissance culturelle qui puisse arriver au niveau scientifique, c'est-à-dire au niveau de l'étude, parce que pour moi, encore une fois, mémoire ne vaut pas connaissance, et je parlerai de connaissance et de reconnaissance en même temps, à un moment où effectivement la mondialisation fait de plus en plus
comment dire, fait de plus en plus émerger ces questions-là à un niveau beaucoup plus global que celui de la Tunisie. Et il me semble que justement, la production artistique, la production littéraire, etc., pour le moment, enregistre beaucoup de travaux qui font effectivement mention un peu de cette condition noire qui jusque-là, dans la mentalité populaire, était reléguée dans une sorte de marginalité associée à la pauvreté et en même temps très minorée parce qu'elle était associée, ne parlons pas des femmes noires évidemment, qui étaient encore plus refoulées que l'ensemble. Alors, pourquoi je voudrais parler de ce manque des sciences humaines et sociales, même si ça commence à pointer, c'est parce que je voudrais que justement, c'est un peu orienter le regard, en tout cas pour moi-même, ça a été quand même assez édifiant, le regard sur une production à la fois littéraire, mais d'études sur la littérature qui est relativement peu étudiée. Parce que en creusant un petit peu, j'ai trouvé beaucoup de travaux, si vous voulez, de Tunisiens. Je parle évidemment de la production tunisienne et je m'y limite pour le moment sur la littérature française ou la littérature en langue française, sur la littérature en langue arabe et même sur la littérature anglaise que j'ai moins explorée pour cette fois-ci, qui fait que justement, par exemple, un roman comme celui de Sonia Chemre qui est apparu en 2008, Layla ou la femme de l'aube, aborde cette question et qui fait que justement, grâce à ces travaux de critique littéraire, souvent, on peut dépasser justement les approches trop surplombantes ou en tout cas qui globalisent cette condition noire ou en tout cas qui l'enfuissent dans d'autres conditions minoritaires. Et pour moi, justement, c'est en élargissant les sources sur lesquelles on pourrait travailler, je pense qu'on peut trouver pour le cas tunisien, pour le terrain tunisien, quelques autres pistes nouvelles qui permettent de voir que justement, à côté du cinéma, à côté de la musique, parce qu'il y a aussi une mise, si vous voulez, une mise en évidence de la musique, de la culture noire dans la musique, dans la danse. Quand on voit des grands spectacles comme le Hadra de Fadel El-Jazil qui commence à apparaître, un film documentaire aussi sur les Abid de Gbonton, celui-là en 2012. Donc, toutes ces productions un peu para-sciences humaines et sociales qui permettent de voir aussi qu'il y a des tas de petits ruisseaux qui arrivent un peu, qui s'agglomèrent et qui font effectivement penser que tout ce qui se passe depuis 2011, voilà, cette nouvelle dynamique depuis 2011 est encore insuffisante, bien sûr. On a fait remarquer que la discrimination n'a pas disparu pour autant, que le racisme est toujours très fortement ressenti en Tunisie et qui fait beaucoup de dégâts, notamment parmi les étudiants subsahariens qui, même s'ils s'unissent, continuent aussi à beaucoup revendiquer cette condition qu'on leur impose et qui est effectivement très cruelle. Et ça me fait arriver, si vous voulez, à cette idée que nous avons tous la responsabilité. Tout à l'heure, le mot responsabilité a été évoqué. Effectivement, en tant que chercheurs, nous avons tous la responsabilité d'aider à construire un espace scientifique qui soit plus largement ouvert à un horizon d'études aussi qui ouvre la voie à des approches plus approfondies sur cette condition noire en Tunisie, qui est effectivement ancienne, à dépasser aussi le folklore de Boussadia, du personnage de Boussadia ou l'importance du Stambeli, etc. Mais je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup d'études, en tout cas sur Boussadia, de la part de personnes qui écrivent en arabe, mais sur la littérature arabe. Et je voudrais dire, pour finir un peu cette mise en ordre du corpus tunisien, que je mets un peu, c'est un coup de projecteur que je fais sur la production tunisienne, signaler quelques petites poussées, ou en tout cas quelques petites percées de ce travail. Par exemple, une publication récente de la bibliothèque
nationale, qui est une belle découverte pour moi, et qui est la traduction en arabe par un intellectuel qui s'appelle Ahmed Ad-Dor'i, qui était un ami de Taha al-Haddad, le grand féministe tunisien, du roman Batouala de René Maran, qui était le prix Goncourt 1921. Alors, c'est un travail qui est complètement inconnu, que la Bibliothèque nationale a découvert grâce au don de la famille de Ahmed Ad-Dor'i à la Bibliothèque nationale, et qui a découvert ce manuscrit qui est une je vais vous le montrer, mais qui vient de paraître et donc qui était une traduction de cet auteur lui-même assez minoré, Ahmed Ad-Dor'i. On le découvre maintenant, c'est un grand ami de Taha al-Haddad, et qu'il a traduit à l'époque. Donc dans les années 20, un Tunisien, Ahmed Ad-Dor'i, a traduit le prix Goncourt 1921, Batouala, qui était effectivement un roman sur la condition noire dans les années 20. Voilà ce que je pourrais dire peut-être pour essayer de contribuer au débat général de cette journée. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir fait participer avec vous à cette réflexion. J'espère que je pourrai rester toute la matinée. En tout cas, je vais essayer de le faire, mais je m'excuse d'avance parce que je pense que je ne pourrai pas être avec vous cet après-midi, mais j'aimerais bien pouvoir vous écouter, ou en tout cas écouter les interventions de l'après-midi si jamais vous enregistrez ce qui va être dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kmar, pour cette intervention. Amir n'est malheureusement pas avec nous tout de suite. Vous savez qu'au Canada, il est très tôt. Enfin, nous sommes actuellement au milieu de la nuit, donc je ne sais pas si il s'est endormi ou on va vérifier ça assez vite, mais on peut d'ores et déjà commencer le débat sans lui. J'aimerais assez faire un lien entre vos deux interventions. Kmar, vous l'avez déjà fait, mais j'aimerais poursuivre sur cette question justement du concept de race, de la manière dont justement ce concept peut être reçu durant les débats académiques publics en France, et comment certains chercheurs qui travaillent sur ces questions ne se reconnaissent pas dans ce concept, ou en tout cas refusent de l'utiliser, comme vous l'avez montré, Marie, et préfèrent utiliser tout simplement des termes comme racialisation ou altérisation. Alors la question se pose évidemment différemment en Tunisie, et je ne sais pas justement comment elle se pose, mais ma première question peut-être pour Kmar, c'était de savoir comment peut-être ces débats, enfin on sait donc que ces questions posent polémique, ou en tout cas elles sont l'objet de grandes controverses en France, dans la communauté scientifique et au-delà. Dans les débats publics. Ma première question donc pour Kmar, c'est tout simplement à savoir, est-ce que en Tunisie, on a également ce type de controverse publique autour de la notion même de race, peut-être sa pertinence, ses possibilités de traduction, ce que ce terme recouvre, peut-être des tentatives aussi de délégitimation comme on a en France, hein, tout simplement. Je ne sais pas, j'imagine peut-être que certains diraient bon, on ne peut pas parler de race parce que tout simplement c'est un anachronisme pour parler, je ne sais pas, de l'époque moderne. Donc voilà, comment se manifestent ces controverses dans la société tunisienne, si elles existent, et quels sont peut-être les moyens de d'aller au-delà, ou de qui sont les chercheurs qui sur place ou les militants parviennent à finalement passer outre ces polémiques et voilà. Donc ma première question pour Kmar, et peut-être pour Marie. En fait, bon, c'est une question qui, je pense, vous a souvent été posée, mais vous avez montré donc dans votre intervention que la question de la race, la question raciale, a souvent été une manière de masquer les tensions sociales. Donc, ma question serait tout simplement, quand on est chercheur et qu'on travaille sur ces objets de recherche, comment on fait pour finalement continuer de travailler sur ces objets en étant accusé finalement de passer outre finalement, ou de minorer
les questions sociales en s'intéressant à la race. Alors j'imagine, bon, ça sera l'objet de notre dernier panel, que l'intersectionnalité est le moyen, enfin la notion qui permet de dire finalement non, on travaille autant sur les deux et on travaille sur les articulations entre la race et les questions sociales, mais j'imagine que on fait quand même souvent l'objet de critiques. Alors je me demande comment on fait pour dépasser ces critiques. Voilà pour les premières questions. Merci. Vous y allez, Marie? Allez. Oui, je regardais en même temps, excusez-moi, pardon, j'étais en train de regarder le fil de conversation. Il y a une question aussi sur le livre adapté en feuilleton mentionné. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sur la question alors à la fois de l'espace de l'antiracisme français, hein, comme vous l'avez souligné, c'est un espace qui est très clivé, avec des accusations de part et d'autre qui ne sont pas favorables ou moins favorables aux mobilisations collectives. En même temps, ce qui m'a beaucoup intéressée dans le travail de Julien Talpin, Anaïs Puren et d'autres auteurs où ils ont travaillé sur les collectifs antiracistes ou en tout cas de lutte contre les discriminations sur différents terrains, c'est que finalement, la question se pose peu quand on s'intéresse aux acteurs locaux qui arrivent à mener des actions en échappant à ces controverses, qui sont des actions mobilisatrices, mais souvent à l'échelle d'un territoire ou d'un quartier qui est... et suite à des événements assez tragiques de violences policières notamment. Donc il y a un écart aussi entre les débats qu'il peut y avoir dans le monde intellectuel ou politique et les contextes de mobilisation collective. Voilà, je voulais juste le souligner en préalable. Sur la question de l'accusation de minorisation, de la question sociale qui revient de manière assez récurrente, pour moi, travailler sur le racisme, c'est contribuer à mettre à jour des inégalités. Et de fait, ça participe aussi, je pense, d'une mise à jour plus globale de comment aujourd'hui opèrent les inégalités dans des sociétés qui sont quand même assez globalement marquées par une ethnicisation du marché du travail. Donc voilà, c'est un peu la réponse que je voulais faire, c'est-à-dire étudier le racisme, c'est étudier les inégalités, des inégalités qui sont sociales, mais pas uniquement, et qui se durcissent à l'heure d'un marché du travail segmenté parce que ethnicisé. Merci beaucoup. Merci Marie. Je peux répondre? Oui. Je crois que j'ai répondu à la question du titre de l'ouvrage. Je l'ai mis peut-être pas au bon endroit parce que je ne suis pas très habile pour circuler entre les deux. Donc, il s'agit de Balgelil de Bachir Khaïf. Et pour répondre aussi à la question de Leïla et des questions de controverse, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une prise en compte récente. Hein, on sent qu'il y a quand même d'autres revendications, mais c'est à l'ombre d'autres combats minoritaires, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a cette association qui s'appelle MNEMTI, une autre association qui s'appelle l'Association tunisienne de soutien aux minorités. Il y a une nouvelle loi, bon, depuis 2018 sur le racisme. Tout ça, ce sont des petites avancées. Il ne faut pas les minimiser, mais elles sont justement encore très légères. Et je n'ai pas l'impression que justement le débat soit très... Pas seulement parce que c'est noyé dans d'autres combats minoritaires, mais parce que voilà, la société, pour le moment, peut-être elle est trop secouée dans tous les sens, dans cette identité voilà, qui est toujours recommencée, si vous voulez, elle est toujours remise sur le tapis, comme si elle était, comme si la vague revient toujours. Voilà, vous savez, c'est comme à chaque fois qu'il y a quelque chose, une vague revient toujours recouvrir tout ça, malgré tous les efforts. Et quand on regarde même les travaux avant ceux de Inès Mladdeli ou de
ou de Stéphanie Poissel et de Mohamed Daoud qui font le point là-dessus, même dans les travaux universitaires. Quand vous voyez le travail de Abdelhamid Lalkish vers les années 2000, la condition noire, elle est dans les pauvres, les marginaux et les minorités de la ville de Tunis. Quand un autre historien, Lotferis, a fait un travail en 2011-2012 qui s'appelle « Être tunisien », eh bien, la condition noire, elle est parmi les autres. Je veux dire, on parle plus des Juifs, on parle plus un peu plus des Amazirs, enfin, un peu moins des Amazirs que des Juifs, mais voilà, déjà, mais les Noirs encore moins que les deux autres. Vous comprenez? Donc, c'est pareil, parce qu'il y a aussi des travaux d'historiens qui essayent d'expliquer, encore une fois, l'identité tunisienne. Comment est-ce que les historiens les Tunisiens sont devenus des Tunisiens? Encore une fois, il y a une approche un peu marxisante, c'est-à-dire que ce serait la condition d'agriculteur ou la condition de commerçant qui aurait fabriqué la société tunisienne moderne et contemporaine, etc. Mais la condition noire elle-même, elle n'est pas mise en évidence dans cette approche marxisante. C'est un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que même dans les approches scientifiques, les approches sont encore très timides, très légères. Alors dans la société, n'en parlons pas, parce que moi je pense franchement que je ne dis pas que la science précède la conscience, ça va ensemble, mais justement, même sur le plan scientifique, je pense que les travaux sont encore très peu engagés, et c'est pour ça qu'il faudrait aller plus vers des travaux qui vont peut-être d'abord qui fassent le relais avec les études de critique littéraire. Il y en a un peu plus que dans le monde des sciences humaines et sociales, mais qui aille aussi plus vers la production culturelle en soi, c'est-à-dire musicale, littéraire, etc. Parce que là aussi, je pense qu'il y aurait des fils à tirer qui sont plus importants et peut-être aussi qui pourraient permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Je n'ose pas dire qu'il y a controverse ou qu'il y a des polémiques dans la société tunisienne. Au contraire, moi je pense que voilà, depuis 2011, il y a des petits remous, mais voilà, on pourrait trépigner d'impatience parce que ça n'arrive pas vraiment. Et sur le plan d'ailleurs du militantisme et de la vie associative, il y a des gens qui se sont exprimés là-dessus. Une militante comme Sadia Mosber, justement, proteste très véhémentement contre l'insuffisance d'une loi comme celle de la loi de 2018. Elle le dit très bien, que voilà, c'est une montagne qui accouche d'une souris, parce que la société civile a fait un travail beaucoup plus grand que ce que montre cette loi, qui justement est insuffisante. Et je pense que sur le plan scientifique aussi, il y a beaucoup d'insuffisances que l'on devrait essayer de prendre à bras le corps pour travailler plus dans cette direction. Donc, pas vraiment de controverse encore, mais des petits remous. Voilà, si je devais répondre d'une façon très rapide. Oui, vous en avez parlé dans votre présentation, justement, sur ces formes, ces récits littéraires, le roman, la poésie, comment tout ça peut participer justement à la profusion aussi d'écrits académiques. D'ailleurs, ces sources-là sont aussi des objets de recherche pour les chercheurs en études arabes. Et donc, j'en profite pour présenter notre troisième intervenant qui vient d'arriver. Good morning, Amir. Good morning, everyone. Bonjour. Welcome, Amir. We are very happy to have you with us today. I will give some precision on your biography before giving you the floor in French, if you don't mind. No problem. Amir El Azraqi, donc vous êtes un dramaturge arabo-canadien, professeur agrégé et coordinateur des études du programme des cultures islamiques et arabes au collège universitaire de Renison à l'université de Waterloo. Vous êtes traducteur littéraire et praticien du théâtre de l'opprimé. Parmi vos publications, on peut citer des pièces de théâtre comme Waiting for Gilgamesh, Scenes from Iraq. Vous êtes aussi l'auteur de Discourse of War in Contemporary Theatre en arabe, co-éditeur et co-traducteur de pièces de théâtre irakiennes contemporaines, co-éditeur également, co-traducteur de poésie arabe et de poètes féminins. Vous avez également traduit l'ouvrage du critique bahreïni Nader Kadim intitulé Representations of the Other.
l'image des Noirs dans l'imaginaire arabe médiéval. Et donc, c'est en partie sur ce travail que porte votre présentation aujourd'hui. So I just said a little info on your biography. You are an associate professor at the University of Waterloo. You are known as a playwright. And you are also a translator and a practitioner of the theater of the oppressed. You have written a lot of plays and you have translated the book of Nader Kadim, The Representations of the Other. I will give you the floor for about 20 minutes. So the floor is yours. Thank you so much. So I will be using my PowerPoint, but I'm gonna stop my video so I can read my my notes that I have here while I am browsing my presentation. Before I start, I'd like to thank you for giving me the opportunity to share this knowledge with you and learn from you, your research and experience. My apologies if I look tired. It's almost 5 a.m. in the morning in Toronto. And I might leave after my presentation to get some sleep before my workday starts. My apologies. Anyway, today I'll present about anti-Black racism in Arab culture, the roots and representation. I'll be drawing on Dr. Nader's Kalam scholarship on Africanism, or what is called in Arabic, al-istifraq al-Arabi. This is my outline. I will start with the Arabic scholarship on anti-Black racism in Arab culture, and then I'll move to the concept of al-istifraq al-Arabi. Then I'll talk about the mother image and of the stereotype of Black people, then the sources and underpinnings of al-istifraq. Then I'll touch on very briefly on Islam and anti-Blackness. And then I will also mention a few things about representation of Black people in Arabic literature and culture. And because of the time given, I cannot do justice actually to all of these. I'm just gonna be briefly talking about each. Thank you. The first thing I would like to mention here, the scholarship on Black Arabs or Afro-Arabs. The majority of Arab thinkers and writers agree on the importance of addressing the distorted image of African people and its implication in the Arab imaginary. Since the 1980s, and with the Arab-African Relationship Symposium, the emphasis was on the responsibility of intellectuals, scholars, and the media to address the issue and raise awareness. However, little scholarship was produced on the subject. Here are the main ones. The first book, source of information or scholarship written by Hilmi Sha'rawi, which is an article called Surat al-Afriqi Lada al-Muthaqqaf al-Arabi, which is the image of the African for the Arab intellectual. It is an article in a collection of articles entitled Surat al-Akhir al-Arabi Nadhiran wa Manzuran ilayh, which discusses the blacks or the Black people as external and internal other through the duality of accepting and rejecting the Black other. And I'm going to summarize it very briefly. In a pre-Islam Arabia, the Black was rejected as the other due to the historical conflict in the pre-Islam Arabia. During Islam and the conquest as well, while the discriminatory and racist narrative was gradually disappearing throughout the Prophet's time, narratives of exclusion and enslavement started to dominate during the Arab conquest. And although quality brotherhood and human solidarity and principle rooted in the moral vision of Islam, Sharia had to face a reality, and I'm quoting him, in which blacks or Black people constitute the basis for the interest and stability of those merchants who have become vulnerable
venerable, companions or new elites. In the modern times, or what is he called the age of national independence, the African is depicted or was depicted with a lost memory of their glory with Arabs, in between brackets, Arabism, and Islam, and who is now a subordinate, subjugated to the power of colonizers. The African society is scattered and disunited, and always waiting for the call for help from the Arab world. The second source, or I would say one of the main sources, main scholarship written about representation of Black people in Arab culture is by Dr. Bahraini critic and thinker Nader Kadhim. The book is called تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي الوسيط, which is translated as representation of the other, the image of Black people in the medieval Arab imaginary. The book is being translated. It will be published next year by Queens and Miguel University Press. This book investigates narrative of Black people in the Arab imaginary from the Middle Ages until the 19th century to see how they have contributed to ingrained racism towards Black people in the Arab world. The book utilizes an epistemological approach to deconstruct discursive elements that formed a pejorative depiction of Black people. The author proposes that Black people are perceived as either the external other living in the jungle of remote Africa or the internal other living in the Arab world and distinguished by Blackness and inferior features, despite the fact that they were born and raised in the vicinity of Arab culture. By examining the Arab imaginary, the authors dig deep into the cultural construction of Black people in all aspects of Arab culture, including language, religion, philosophy, literature, geography, and history. Now I'd like to move to a very important recent concept coined actually by Dr. Nader Kadhim, al-istifraq, Africanism, and he added to what is called al-istifraq al-Arabi. The term refers to the Arab representation of Black people and their intense interest in learning about the various races and cultures of the Sudan or the Zanj and Africans, just as Orientalism and its relationship with the Orient. The discourse in which the political and the cultural will to power was reinforced in Orientalism by colonialism is paralleled in Arab Africanism by the Islamic conquest and the rush of will to know discoveries and explorations. Both Orientalism and Africanism were active and aggressive process of representing an external other that was different from it religiously, culturally, and linguistically. Now, this is, I would like also to share with you the mother image, what Dr. Nader called the mother image, al-masdar or al-sura al-um in Arabic, which comes from the medieval period and actually came from a medieval Arab geographer. His name is Shams ad-Din al-Dimashqi. He postulates that the equator is inhabited by Blacks who are among the beasts and cattle. He described them as follows. Their colors and hair are the blackest black. Their morals and physiques are deviant. They are ignorant with the darkest burnt hair. They are arrogant, stinking race with a perverted temperament. Their manners are similar to beasts and cattle. The minds of those Blacks are preposterous. Their ideas are immature and their mentality is rigid. They do not have dualism such as honesty versus dishonesty, loyalty versus betrayal. They have no laws and no prophets because they are unable to have dualism, and Sharia is a matter of command and prohibition
and reward and punishment. This is from الدمشقي نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, page 25. Now, this mother image came from different sources and underpinnings. The first is the controversial anthropological conception that culture, and including religion, language, laws, and values, define what it means to be human. The second source and underpinning is the biblical narrative of Noah, and this is what's called the Hamitic curse, cursing his son and his descendants, understood to be darker skinned with servitude. And the last one is theories of Ptolemy. I mean, theories from the Greeks in general. Theories of Ptolemy, like the 7 climes theory in geography, Galen or Claudius Galenius, and in medicine, and also Aristotle and his theory on natural subordination. In addition to the historical factors, which is actually due to the, as you know, the Arab collective memory is full of historical events of the conflicts between Arabs and blacks, or the Abyssinians, Ahbash, Abyssinian invasion, such as the Abyssinian invasion of Yemen, the recourse of Saif bin the Yazan to Khusro of Persia, Abyssinian Abraha, he's called Abu Yaksum campaign to demolish the Kaaba, and many others. But I'd like to go back to the underpinnings. The first one, the culture and anthropology, which actually, according to the medieval era, blacks are portrayed as inferior beings since they are presumed to lack core cultural elements such as religion, language, laws, and values. The second underpinning is the Hamitic curse, which is found in the Genesis and whether the Bible, the Old Testament as well. The negative image of black people may also originate from the Hamitic curse found, as I said, in the fanciful, I quote, fanciful rabbinical expansion of the Genesis stories, in which Noah awakened from his drunken sleep and cried, "Now I cannot beget the 4th son, whose children I would have ordered to serve you and your brothers. Therefore it must be Canaan, your firstborn, whom they enslave. And since they have disabled me from doing ugly things in the blackness of the night, Canaan's children shall be born ugly and black." And then we have the same story, but with in the Old Testament, but with slightly different, which is with no reference to blackness. When he said, Noah said, "Cursed be Canaan, a slave of a slave shall be to his brothers." And this is from Genesis 9, page 21, verse 21 to 29. The third underpinning, which comes to be considered in that time as a scientific interpretation of black people in Arab culture in the medieval period. For example, because of the influence of the Greek, they start to consider it as a scientific interpretation. Comes to Ptolemy, for example. I'm quoting from Fadl al-Ghadir, Fadl al-Qadir, and this is written by Al-Manawi. Al-Manawi says people in hot countries, such as the Zanj and Abyssinians, change their mood very often. The mood heats up and dries up, then burns the surface of the body. This is why their bodies turned black, their hair turned nappy, the bottoms of their bodies were shriveled, their faces sagged, and the mood of their brains deviated from moderation. So the actions of the speaking soul appear in them in terms of joy, mirth, and silence, and the most of them are dull due to the corruption of their brain. And this is from Al-Manawi, Fadl al-Ghadir, part 1, page 181. And I'd like to move to Al-Mas'udi, who actually quote Galen
or Claudius Gallienus. And this is from Mas'udi Muruj al-Dhahab, part 1, page 81. And he said that Galen mentioned 10 qualities found only in blacks and in no other group: frizzy hair, thin eyebrows, spacious nostrils, thick lips, jagged teeth, body odor, black irises, cracked hands and legs, a long penis, and much merriment. And he also says merriment dominates the black person because of his corrupt brain, so his reason is weakened. And this is, as I said, from Muruj al-Dhahab. And moving to Aristotle, who says in his section on politics, on slavery, Aristotle says, it is clear then that some men are by nature free and others slaves, and that for these latter slavery is both expedient and right. Now moving to Islam and anti-blackness. For Muslim scholars and Muslims in general, the Quran and the Hadith of the Prophet show a tolerant view of the other in general based on the Islamic conception of humans as the best and most honorable of all creatures. God, according to the Quranic conception, has honored humankind regardless of their civilization, color, language, or religion. Thus, Islam was committed to the principle of human brotherhood, justice, equity, equality, freedom, and respect for human beings, regardless of their religion, color, degree of civilization, gender, etc. And the difference of languages, colors, shapes, and races is a sign of the wisdom of the Creator and the perfection of His power. And therefore, they should not be a subject of boasting and differentiation according to the Quranic perspective. However, and I'm sharing with you some of the verses in the Quran, as you can see. However, blackness is used in the Quran as a negative metaphors to imply infidelity, immorality, apostasy, ignorance, lying about God, and also sadness, grief, fear, shame, distress, and anger. And the language of the Quran, even though blackness as a negative metaphor in the Quran is used, it has nothing to do with any race or phenotype. However, it has become common in Arab culture that the blackness, darkness of the face, used realistically or metaphorically, is a form of punishment for committing sins, disbelief, and denial. Perceiving and interpreting such metaphors in modern context is problematic, since it may make people associate these negative metaphors with black people. What I mean is negative metaphors could lead and feed into race discrimination. For Dr. Nader, he says, if Islam was decisive, and I quoted from his book, if Islam was decisive in breaking with the pre-Islamic belief system, it was not so decisive in breaking with its metaphorical legacy. As for hadith, Prophet Muhammad said it clearly on many occasions, and as in the farewell sermon and other occasions as well. There is no favor of an Arab over a foreigner, nor a foreigner over an Arab, and neither white skin over black skin, nor black skin over white skin, except by rightness, or piety. Righteousness and piety, sorry. Regarding anti-hadith, anti-black hadith, those hadith who have anti-black attitude, Muslim scholars believe that those hadith are false. They are attributed to the Prophet, and they contradict Islam's call for tolerance and respect for human dignity and creation.
and also contract the universality of the Islamic mission, which is based on equality among humans, as the Prophet is a messenger for all human beings. Now I'd like to move to a different realm, a different field, which is the depiction of Black people in poetry. And I'm just mentioning a few of them, actually, from the medieval age. Those poets and many other influential and established poets had written a lot of poetry satirizing and ridiculing Black people and reinforcing the offensive mother image of Black people in the Arab imaginary. Unfortunately, I don't have time to give examples in these poetries or by those poets. Now, I would like also to move to what's called Shu'ara as-Sud, or what's called in Arabic Aghribatul Arab, Arab crows, which is the Black Arab poets who were called Aghribat al-Arab, Arab crows, and there are two different voices in them. First, a voice that represents the assimilated Black within Arab culture. Such voice seeks to integrate into Arab culture and thus forget their Black origins, such as Abyssinian, Nubian, or Zinji past, and in turn surrender to the representation by Arab culture. Black poets such as Antara bin Shaddad, Nusayb, and Abu Dulama were slaves and were hurt in their inner selves because of their Blackness. Therefore, they tried to lighten the burden of their Blackness by all means, and to cover up their Blackness by apology and justification, or sometimes to make up for their Blackness with the whiteness, I quote, whiteness of their moral standards. As for the other voice in those Black poets, it represents an extreme case from Black poets who are angry and repulsed by the representation of the host culture. They represent the rebellious voice against the attempts of containment, assimilation, or integration imposed by Arab culture. And the example of those are poets like Suhaim, Abd Bani al-Hashas, Al-Huqatan, and Sunayh bin Rabah, and Ukaym al-Habashi. Another genre. Now from poetry to Sira, or Siyar in Arabic. Sira is a genre in Arabic and Islamic literature, depends on its context. It may refer to three meanings: life, journey, or biography. These narratives share some, and I mean narrative Sirat Bani Hilal, Sirat al-Amira Dhat al-Himma, these narratives share some common features. They are popular folk narrative, they are transmitted orally, and they are written anonymously. We don't know the writer of these. These reasons made them a fertile ground for the collective cultural imaginary to implant its offensive representation of the Black other. Now move the most popular one, 1001 Night. I would like to quote Dr. Nader again. He states that before 1001 Nights, negative representation of Black people were common in Arab culture. But what 1001 Nights did was collect every negative representation that was scattered here and there and put it in one book. So it's a collection of recurring tales of lustful Black slaves, savage cannibals, debauching the women of their masters. They are tales with a similar narrative plot. It begins with seduction, then sexual intercourse between a man and woman, a woman and a Black slave, and ends with the punishment of both. Those tales use humor, amusement, as a disguise to pass on their offensive representation of Black people as external other and women as the internal other. And moving to another field as well, which is the field of dreams, animals, and clothes. I want to include that because I'm going to talk about the symbolism of Blackness in a dream, in clothing, in animals, language, and skin color played
a prominent role in reproducing the difficult social condition of Black people in Arabic and Islamic society. Negative interpretations of Blackness and positive interpretations of whiteness in dreams, clothing, and animals proliferated in Arab culture. You can see it everywhere in Arab culture. Before I finish, I'd like to share with you those the names I'm sharing right now on the screen. These are the most influential writers who contributed to anti-Blackness. Those writers may differ in style and field of specializations, but they share the same view of Black people. None of these writers criticized the view of Blacks as inferior, nor did they refrain from writing about it. None of them objected to describing Black people as animals, savages, debauched, bestial, backward, stupid, immoral, and deformed. Finally, I would like to conclude that there is still a need for more scholarship on anti-Blackness in the Arab world, and for more forums, panels, conferences like that, like this one. From an Arab point of view, changing harmful attitude start with the individual through what Arabs, and I'm echoing Dr. Nader's, what Arabs calls tahdhibun nafs, self-refinement. First, we need to recognize, then dismantle racist attitudes and prejudices within ourselves. Then understand their negative impact on the health and well-being of Black people and society in general. Then we need to raise awareness of anti-Black racism and discrimination through open public discussion and dialogues. Simultaneously, institutional and systemic manifestations of anti-Black discrimination should be disrupted and transformed. For example, government policies, institution, education, healthcare, social service, etc., etc. Finally, I'd like to thank you so much for listening to my presentation. Thank you. Thank you, Amir. Thank you, Amir, for these amazing presentations. We still have 15 minutes to discuss. I would like to maybe ask you some questions before giving the floor to Marie and Kmar, and then to the public. You have shown how these different sources allow us to grasp the local roots of anti-Black racism, and how the Arab Blacks have always been depicted as the other. I would like to ask you maybe a first question. You've started your presentation with two publications, the one of Ashrawi, I think, and yes. Yeah, and the other one by Professor Nader Kadim. And if we look at the date of the publication, we notice that there is more than 20 years between the two. So my first question would be, how would you explain this gap, this absence of publication, like maybe more than 20 years? The first was published in Beirut, I think, and the other one in Bahrain. So how do you explain this, this gap, this absence of publication? And the last slide you've shown is listing all these authors. It was written, the source was Tahtawi and Salamat Musa. Yeah. Yeah. Okay, so I was wondering maybe how the intellectual sphere, maybe since the end of the 19th century, contribute to this, to raise this issue maybe, and push for something like awareness or the recognition of this problem. Mm-hmm. I have another question, but it's more a reflexive question about you as a researcher. Imagine that it's very complicated to work on these questions without being accused of supporting a kind of Orientalist
Eurocentric vision, according to which Arabs are the main racists and the main slavers. So I'm wondering if you have faced this accusation and how do you handle this accusation? And also I imagine you are extremely mobile, that you travel a lot between maybe the US and the Arab countries maybe. So I'm wondering how your work is received in function of these different countries maybe. Thank you. Thank you very much. I will address you the question one by one. The first is the time gap. And I apologize, je ne parle français. I studied French in Iraq for 4 years and then I didn't use it. So unfortunately, I don't speak it anymore. The gap, first of all, there are other scholarship written about the subject, but in English. For example, The Black Moroccan by Al-Hamil, Shawq Al-Hamil. And recent book by Professor Jonathan Brown, Islam and Blackness, is coming soon. But what I quoted from the most, I mean in Arabic, the Arabic scholarship only. There are a few articles here and there, very small articles, but these are the main ones. The reason the gap is like in my opinion, and there are of course many other reasons, is this, first of all, this is a taboo subject in the Arab world. You have to be daring and courageous and brave to bring it about to discussion and write about it. The second thing is, you know, the market, with Arabs read about their own, you know, self-reflective and critical perception of others as well. So the gap in time reflects a lot of issues. The culture of silence, unfortunately, that only a few of us in the Arab world were brave enough to write about these subjects as well. So it's because of because, as I said, because it's taboo, because this is a subject that not many, I would say, scholars would like to write about. They don't want to talk about it. It's a taboo. And as I said, in the English side, like English scholarship, many writers wrote about slavery and blackness in the Arab world, blackness and Islam, etc. But when it comes to the Arab world, we have very few scholarship, unfortunately. It's the taboo. People don't want to write about it. But that's question one. And what is the other question? Sorry, the second question. Sorry, I didn't write the questions. Salamet Musa. Yes. So I don't know. I was just wondering. You quote these two. It was Salamet Musa Tahtawi, I think. So I was just wondering, what is the link between this period, I mean, the end of the 19th century, and how this intellectual they played maybe a role in this awareness? I don't know. I was just wondering because I saw those two names. Yeah, so Salam Musa, and I'm quoting from Bahraini book, Bahraini critic Nader Kadhim. In February 1910, Salam Musa, as you know, well-known Egyptian writer, began a racist polemic that continued until 1910, August 1910. And the story of this reveals to the extent to which racism towards black is rooted in the Arab imaginary from the Middle Ages until modern time. Salam Musa wrote an article published in Al-Muqtataf, that's a journal, a magazine, about an English writer, H.G. Wells. And in the article, he praised the writing and novels of the latter and presented his most famous books and novels. And among them was the book called The Future in America. And Wells was a socialist writer, in Salam Musa's words, who visited the US and wrote about wealth of the country, the American obsession with wealth, and the racism towards black people, where any mixing
where any mixing of white people with the blacks in public spaces, restaurant, hotels was forbidden in America at that time. As a socialist, Wells thought that racism was unjustified. And up to this point, Salama Musa had made no personal comments about blackness or racism. He was just a writer viewing the ideas of another. However, Salama Musa refused to let this topic pass without comment, and he wrote in response to Wells' request for equality between white and black. He said, I disagree, and this is Salama Musa talking, I disagree about the equality between black people and white. He said, I disagree. I cannot understand how black people whose ancestors were eating each other 100 or 200 years ago can be reformed and mix their blood with the blood of the white people. No matter how civilized a black person pretends to be, his brutality is deeply rooted. And this is from, I'm quoting him. And he closes with his shocking racist conclusion. He said, blacks are savages and there's no hope for reforming them. So that's, and you can see. You answered my question. Thank you very much. We only have 7 minutes left. I think we have a question on... Oui, j'ai oublié évidemment de signifier que vous pouvez tous écrire vos questions, évidemment, même s'il nous reste 8 minutes, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions sur notre site, dans la rubrique questions-réponses, donc Q&A. Je crois que nous avons une question, une première question sur justement cette question du tabou. Pourquoi le racisme anti-noir serait-il une question taboue? Bon, je pense que vous avez partiellement répondu à cette question et nos autres intervenants aussi, mais je peux vous la reposer à Amir. Can I ask you to respond briefly to this question? We have a question asking why this topic would be a taboo in the Arab countries. If you can mix the answer with my previous question, which was how do you deal personally as a researcher with this question and the reception of your work according to the different contexts. Et ensuite, nous passerons la parole à Akmar et Marie. Merci. Thank you. Thank you. I think it's taboo because the reason for its denial as a serious and big problem could be because of self-deception and self-lie, and also societal hypocrisy, and nifaq al-am in Arabic, where people who hold internal racist attitudes try to avoid self-remorse and instead pretend that they are accepting and tolerant. This pretense is due to a lack of honesty with oneself in admitting and recognizing one's prejudices and racist. The second reason may stem from the belief that since the Islamic inclusive principles and universal mission contradict anti-Black racism and discrimination, admitting that anti-Black racism exists within Arab Muslim societies could in turn destabilize that belief and make people feel uncomfortable and doubtful. The other reason perhaps belongs to the fear of being singled out if one starts speaking about discrimination because of their skin color. Refraining from talking about it is avoiding its stigma. That's why it's a taboo. What is the other question? The other question was on the reception of your work in the different contexts, either the US or the Arab countries. My work about black anti-black racism in the Arab countries, in the Arab world. I guess it's, as you said, a delicate kind of, really sensitive issue. So I'm just wondering, maybe in the US, you have been criticized more than in Arab countries. I don't know.
question. Yeah, first of all, this work on, this work on Afro Arabs and Black Arabs, etc. It's an emerging field for me. I've started working in this field very recently, and I grew up with Black people, a Black minority in Iraq, in Basra, where I am from. And when I came to Canada, the change of me from being a white Arab in Iraq changed into a person of color in Canada. This reconfiguration of racial identity prompted me to think more about what happens and what is happening in the Arab world regarding Black people. This put me, as I said, in a critical situation where writing about this is, there is an expression in English, they said, airing your own laundry, airing out your own laundry. I don't know how to say it in French, which means why you're vilifying your own culture. Why you're talking about Arab culture in the West in that way. We are not racist. We are not this. Islam is this. Islam is tolerant. We welcome everyone. We are equal in the eye of God, of Allah, etc. But the reality is completely different. Thank you for your answer. I guess I will ask maybe Kmar to conclude on the role of the diaspora. You've also talked about the role of the diaspora and how we have a lot of, actually we have a lot of work coming from the West. Kmar, peut-être souhaitez-vous conclure sur justement la présence de cette diaspora qui joue peut-être un rôle essentiel pour promouvoir dans le champ scientifique et académique arabe le paradigme justement racial, ou c'est racial studies comme on dit. Oui, merci beaucoup. Peut-être que j'ai pas de conclusion, franchement, mais une observation. Peut-être que je vais juste intervenir sur la question du mot tabou et aller. Alors, je vais passer de l'anglais au français parce que je suis pas toujours très à l'aise, mais peut-être par correction envers notre collègue Émile. I would like to discuss the term taboo, and it seems to me that the lack of studies on the Black condition must be associated with the global or the general situation of the research about our countries. I think that a part of the answer, it's not lies in a systematic exploration of sources and of resources, many resources, literary or artistic, but with a contextualization of the movement of teaching, of research in each society. I think it's urgent now to go where another kind of studies in the context of each country, because it is a part of the effort and a process of this effort. And I think that teaching and research must be invested more actively in each country and in each context, because the field now must be invested scientifically. And one of these, the most important step, intellectual step that we can do is to take not to take the Arab world as a global entity. Now it is not, it's not efficient for us to work like that. And I think we must deconstruct what is Arab world, what is Islam, what is Muslim world. Now it's a very important step to
made with by us, the scientists, even in diaspora, because we have to move towards socio-historical studies and in link with the realities of each country, which are very different, very diverse, with some elements of similarity, I think, I know. But now we must work on the differences. It's very important for me. I think I am ignorant about this question of la condition noire in Tunisia, because other colleagues are know more things about me. But when I was working about that question in these weeks, it's for me, it's reinforced my impression that Arab world, Islamic world, Islam now is very. Ce sont pour moi des obstacles maintenant presque pour penser ces questions aujourd'hui qui sont très chaudes, qui sont très importantes à étudier. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, les scientifiques, nous avons besoin véritablement de déconstruire ces grandes entités. On ne peut plus parler de production intellectuelle, le Coran, Hadith, les mille et une nuits, etc., comme ça, comme des productions intellectuelles. Tout à l'heure, Leïla, vous-même, vous avez posé la question. Ce sont des choses qui n'arrivent pas à la société, ça arrive à quelques intellectuels. Et après, si c'est à Beyrouth, c'est édité à Beyrouth, parce qu'à Beyrouth, on édite beaucoup de choses. Mais voilà, après, c'est à Bahreïn, maintenant, c'est dans les pays du Golfe, parce que dans les pays du Golfe, il y a maintenant une dynamique de recherche, des universités, des centres de recherche, etc. Mais ça ne peut pas expliquer des sociétés, ça. Nous devons un petit peu revenir aux sociétés, une par une. C'est pour ça que moi, j'ai fait ce travail très modeste sur la production tunisienne en fonction des années 60 et en fonction des années 2011. Comme ça, voilà, j'ai fait un petit exercice très, très modeste et juste pour la discussion. Il me semble qu'aujourd'hui, nous devons véritablement ancrer et articuler ces études sur ces choses très importantes en fonction des situations socio-historiques et de sortir peut-être aussi d'une phase d'érudition des textes sur les textes, parce que c'est très difficile de travailler du point de vue érudit sur ces textes-là, dans des réceptions aujourd'hui complètement nouvelles, qui ne ressemblent plus même plus aux années 60, parce qu'Internet a changé la réception des mille et une nuits, a changé la réception du Coran, a changé la réception même du hadith. Et je dis les choses peut-être d'une façon un peu simplificatrice, mais juste pour le débat. Même la réception de ces choses-là a changé avec Internet aujourd'hui. Donc, on doit retourner aussi à un travail très concret sur les sociétés en elles-mêmes, j'allais dire presque pays par pays, évidemment, sans essayer, c'est vraiment une sorte d'ascèse que je propose, c'est vraiment une image. Mais et voilà, si on veut avancer sur ces questions de race qui sont aujourd'hui très importantes, sur essayer d'étudier aussi pourquoi est-ce que le racisme n'est pas suffisamment ressenti et revendiqué dans nos sociétés, qui n'est pas rentré suffisamment dans nos lois, dans nos mentalités et dans nos actions. Je pense que nous, en scientifiques, nous devons nous occuper aussi des réalités concrètes de chaque terrain, voilà, pour essayer d'avancer là-dedans et faire notre boulot de scientifique. Je ne sais pas si j'ai répondu, Leïla, mais voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Kmar. Merci infiniment. Vous avez fait l'effort en fait de ce panorama qui nous a permis de mieux appréhender le cas de la Tunisie, qui sera l'objet du deuxième panel. En effet, c'est aussi grâce à ces supports écrits, à la littérature, qu'on peut aujourd'hui explorer ces questions. Ma collègue Jeanne Safar, qui est postdoctorante à l'Université libre de Bruxelles, travaille justement sur les
romans dans les pays du Golfe, qui sont d'ailleurs souvent écrits par des femmes arabes, mais arabes blanches, hein, si je puis dire, qui ne sont pas noires, mais qui explorent quand même ces enjeux liés à l'esclavage. Et donc, c'est évidemment des contextes très différents qu'il s'agit de scruter de près. Donc, je vous remercie infiniment pour ce premier panorama. Et je remercie également aussi Marie de nous avoir aussi familiarisés avec les enjeux de ces questions dans le contexte français. On voit bien comment c'est compliqué aussi pour les chercheurs dans le contexte français de travailler sur les questions raciales, puisqu'elles sont soit ultra exposées, soit complètement invisibilisées. Donc, ce terrain déjà français peut nous donner des pistes, à savoir comment sera opérationnalisable une recherche de terrain plutôt sociologique dans ces contextes arabes qui sont évidemment très différents. Je vais conclure tout de suite parce qu'on a 7 minutes de retard en vous remerciant nos 3 intervenants et en remerciant particulièrement Amir de s'être levé au milieu de la nuit pour cette présentation. Thank you very much, Amir. It's the middle of the night. I hope you will be able to go back to sleep or to start working. I don't know. Thank you so much. And we are going to start the second panel soon. So goodbye, everyone. Thank you, everyone. Merci beaucoup, Marie Peretti-Ndiaye, pour votre intervention également. Et à très bientôt, j'espère.